Cette photo est bien intrigante et pourtant vous auriez pu certainement l'obtenir en faisant de l'astrophotographie, au moins par accident. Elle est rendue possible grâce à des lois de la physique qui, généralement, nous embêtent pas mal en astrophotographie. Dans cette vidéo, je vous expliquerai les raisons d'un tel phénomène et, bien entendu, vous saurez comment reproduire une telle photo. Je vais commencer par la longue explication scientifique du phénomène. Reportez-vous au timecode en description si vous souhaitez directement passer à la technique de prise de vue. Tout le monde s'est déjà étonné du phénomène de la cuillère qui semble être cassée dans un verre rempli d'eau. Ce phénomène est rendu possible par une loi physique appelée réfraction. Je vous en explique le principe de base de manière très simplifiée et sans calcul. Si nous voyons les objets, c'est que nos yeux reçoivent les rayons de lumière qui proviennent de ces objets. Ces derniers peuvent produire cette lumière ou simplement refléter celle d'une autre source. Chaque point de la cuillère diffuse des rayons dans toutes les directions. Prenons l'exemple d'un rayon qui part de l'extrémité immergée de la cuillère. Tant que ce rayon se déplace dans l'eau, il se propage en ligne droite. Mais au moment où il rencontre l'interface entre l'eau et l'air, si ce rayon a une incidence pas trop forte, les lois de la physique imposent que la lumière traverse cette interface en subissant une déviation brutale que l'on appelle la réfraction. Une fois que la lumière se propage dans l'air, sa trajectoire est à nouveau une ligne droite. Si nous voyons l'extrémité de la cuillère, c'est qu'il existe des rayons qui en sont partis et qui sont arrivés jusqu'à la pupille de notre œil. Notre œil ne connaît pas la trajectoire des rayons qu'il reçoit. Il interprète simplement que les rayons se propagent en ligne droite. La conséquence est qu'il voit la partie immergée de la cuillère là où elle n'est pas. Comme les rayons provenant de la partie émergée de la cuillère n'ont pas subi de réfraction, l'œil voit la partie émergée là où elle se trouve vraiment. En conclusion, l'œil voit la cuillère cassée. Eh bien, figurez-vous qu'il existe le même phénomène dans l'air seul. L'air est un milieu où les propriétés peuvent être très différentes d'un endroit à l'autre. Par exemple, de l'air chaud est beaucoup moins dense que de l'air froid. Un rayon lumineux ne se déplace en ligne droite dans l'air que seulement si les propriétés de cette masse d'air sont uniformes. Si le rayon traverse une masse d'air avec des propriétés variables, c'est comme s'il changeait constamment de milieu. Ainsi, de la même manière qu'à l'interface entre l'eau et l'air, le rayon subit une déviation brutale dès qu'il change localement de milieu. Le rayon en est courbé. C'est le principe d'un mirage froid. L'air, au niveau du sol, est plus froid que l'air situé dans les couches supérieures. Sur l'exemple que je vous présente, les rayons qui sont réfléchis par la montagne subissent la déviation qui est présentée. Les yeux d'une personne située à plusieurs dizaines de kilomètres peuvent alors recevoir ces rayons et voir l'objet. Le voir dans le ciel, comme si ces rayons s'étaient déplacés en ligne droite. En gros, voir la montagne dans le ciel. Si l'air avait eu les mêmes propriétés dans toute la masse d'air, la personne n'aurait pas pu voir cette montagne, car elle est physiquement située au-delà de l'horizon. Revenons à nos étoiles. Eh bien, il se passe exactement la même chose. La lumière des étoiles est déviée par l'atmosphère et nous les voyons à un endroit où elles ne sont pas. Pire que ça, localement, les propriétés de l'atmosphère changent très rapidement en fonction du temps, en quelques millisecondes. Les rayons sont ainsi déviés différemment à chaque instant. On appelle cela la turbulence. La conséquence est que l'image de l'étoile tremble et n'est jamais au même endroit. La variabilité de la position apparente de l'étoile est appelée seeing. Vous avez au moins observé ce phénomène en regardant la Lune dans un télescope. Quelquefois, il arrive que plusieurs rayons soient reçus par notre œil alors que, à l'origine, ils n'étaient pas destinés à l'être s'ils avaient continué à se propager en ligne droite. L'œil voit alors l'étoile très brillante. Quelques millisecondes plus tard, il arrive qu'aucun rayon ne soit dévié correctement pour arriver à notre œil. L'œil ne voit alors plus l'étoile. Ce phénomène d'alternance rapide d'augmentation et de diminution d'éclat d'une étoile est appelé scintillation.
Et cette scintillation est d'autant plus forte que l'étoile est basse dans le ciel. Généralement parce que la lumière provenant des étoiles basses traverse davantage d'atmosphère et est donc plus déviée. Mais l'explication est plus complexe qu'il n'y paraît. Selon des mesures expérimentales effectuées à l'observatoire de La Palma dans les années 1990, il semble que la scintillation d'une étoile n'augmente plus en se rapprochant de l'horizon, lorsqu'on s'en trouve proche à moins de 20 degrés. Pour modéliser la loi générale qui explique la scintillation, imaginez un petit bonhomme Playmobil au fond d'une piscine éclairée par le soleil. Si on jette quelque chose dans l'eau, on va créer des turbulences. Au fond de la piscine, on voit des vagues d'ombre et de lumière. Quand le Playmobil regarde le soleil, il le voit très lumineux, puis ne voit rien. Eh bien, c'est la même chose avec la scintillation d'une étoile. Vous remplacez le soleil par l'étoile, l'eau par l'air, la vague sur l'eau par la turbulence et le Playmobil par vous-même. Vous pouvez retrouver ce phénomène juste avant une éclipse totale de soleil. Le fin croissant de soleil fait danser des vagues d'ombre sur le sol. Un exemple, ici, avec un panneau blanc. Même sans turbulence, les rayons d'une étoile sont légèrement et progressivement déviés dans l'atmosphère à cause de la variation de la densité de l'air avec l'altitude. Je rajoute maintenant un petit élément de complication. En réalité, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que la déviation d'un rayon lumineux est très légèrement différente en fonction de la couleur de la lumière. Comme la lumière d'une étoile blanche est composée de plusieurs couleurs de l'arc-en-ciel, chacun de ces rayons va être dévié différemment. Dans une atmosphère calme hypothétique, les différentes couleurs de la lumière d'une étoile n'empruntent pas le même trajet. Dans une atmosphère turbulente, on peut donc imaginer que chacun de ces trajets est affecté par une perturbation différente. De la même manière que pour le phénomène de scintillation par variation de la luminosité, il existe donc une scintillation des couleurs, une variation temporelle rapide des couleurs qui traverse notre pupille. Avec beaucoup d'habitude, je vous assure, vous pouvez arriver à voir l'alternance rapide des couleurs d'une étoile à l'œil nu. La difficulté provient du fait que notre œil possède une persistance rétinienne, c'est-à-dire un temps pendant lequel il interprète la couleur perçue comme étant la somme de toutes les couleurs qu'il a perçues pendant ce laps de temps. Privilégier une étoile basse dans le ciel. Des mesures expérimentales montrent justement que les fluctuations sont moins rapides pour les étoiles basses. Si ces fluctuations sont trop rapides, vous voyez une étoile blanche. On peut comprendre cette réaction de l'œil grâce à l'expérience du disque de Newton. Un disque avec des quartiers de couleurs que vous voyez blanc en le faisant tourner rapidement. La réfraction gouverne le phénomène de scintillation, mais pas entièrement. En réalité, le phénomène n'est pas encore complètement compris de nos jours. Des études sérieuses, que je vous indique en description, affirment que l'optique géométrique n'explique pas les phénomènes à petites échelles. La lumière peut être aussi considérée comme une vague dont l'intensité lumineuse augmente avec l'amplitude de cette vague. En la considérant ainsi, deux rayons qui s'additionnent n'ajoutent pas forcément leur intensité. Si les creux d'une vague se superposent aux crêtes de l'autre vague, c'est le calme plat. Lumière plus lumière égale ombre. On dit que les deux rayons interfèrent. En l'occurrence, ici, de manière destructive. Déjà en 1852, le scientifique François Arago affirmait que, comme la réfraction permet à des rayons lumineux d'être séparés l'un de l'autre et de pouvoir peut-être se rencontrer à nouveau au niveau de la pupille de notre œil, il ne semble pas idiot d'étudier la contribution interférentielle dans la scintillation. Dans notre compréhension actuelle, l'atmosphère turbulente se comporte comme de petites lentilles divergentes ou convergentes vis-à-vis des rayons lumineux. Lorsque l'extension spatiale des cellules turbulentes est plus petite que le décimètre, ces lentilles se comportent comme des réseaux. Ce sont des réseaux bien particuliers appelés réseaux de phase par transmission. Ils peuvent être modélisés par une surface transparente dont les propriétés optiques varient de manière périodique. Les informations sur ces réseaux théoriques étant très peu nombreuses, je vous propose de comprendre le phénomène grâce à un type de réseau bien plus connu. Une surface opaque avec deux fentes. Les vagues de lumière passent à travers les deux ouvertures et subissent un phénomène appelé diffraction. À noter que ce phénomène serait identique si ces vagues étaient de vraies vagues d'eau. Ces vagues interfèrent ensuite et créent un motif de diffraction. Cette distribution lumineuse est reprise par notre œil ou l'objectif d'un appareil photo. À cause de la turbulence, ce motif évolue fréquemment avec le temps, d'où la scintillation. Si on considère que les turbulences ont lieu à une dizaine de kilomètres d'altitude, la scintillation due à la diffraction a lieu pour des pupilles inférieures à 7 cm, c'est-à-dire pour un œil ou un objectif d'appareil photo. Cependant, pour un télescope, les effets dus à la diffraction sont moyennés,
Et c'est bien l'optique géométrique qui est responsable de la scintillation, comme on l'a modélisé avec la piscine précédemment. Enfin, une planète ne scintille pas. Les rayons qui arrivent à notre œil à un instant donné proviennent de plusieurs points de ce disque et traversent notamment des masses d'air éloignées de l'ordre du mètre en haute atmosphère. Il y a peu de chances que les rayons traversent les mêmes turbulences. On dit que la lumière blanche de l'étoile n'est plus cohérente, que les rayons de lumière ont chacun suivi un trajet d'une distance suffisamment différente et ne peuvent donc pas interférer entre eux. Pour des pupilles dont le diamètre est important, l'optique géométrique explique aussi cette non-scintillation. Une planète peut être vue comme un ensemble d'étoiles qui scintillent aléatoirement et de manière décorrélée. Le système optique réalise une moyenne spatiale de toutes ces scintillations et l'ensemble a une valeur de luminosité quasi invariable en fonction du temps. Si ça vous intéresse de mieux comprendre ce phénomène, je vous laisse les sources en description. L'espace commentaire est disponible pour toute personne qui voudrait rajouter de nouveaux éléments pour améliorer la compréhension du phénomène. Passons à la pratique. Pour pouvoir figer la scintillation mieux que notre œil, magie, il existe l'appareil photo. Alors j'en ai fait l'essai sur une étoile. Plus le temps de pose est court et plus vous avez de chances que votre capteur ne reçoive qu'une seule couleur de la part de cette étoile. De la même manière, dans la théorie, plus votre diaphragme est fermé et plus la scintillation de couleur est marquée. Oui, mais à un moment, vous avez besoin qu'une certaine quantité de lumière impacte votre capteur. Alors, premier conseil, choisissez une étoile brillante bien blanche. Dans le meilleur des cas, Sirius, même si je sais qu'elle n'est maintenant plus accessible au mois de mai. Visez l'étoile et défocalisez-la très légèrement. Vous pouvez vous aider du mode Live View de votre appareil photo. Vous pouvez faire des essais jusqu'à trouver la bonne configuration. Mais je vous indique quand même mes réglages. J'utilise le Nikon D750 et l'objectif Sigma 50 mm f1.4 Art. J'ai choisi une vitesse d'obturation de 1/50 de seconde et je n'ai pas eu peur d'ouvrir au maximum. A f sur d égale 1,4. J'ai pris des photos à chaque seconde. J'ai mis ces photos dans une vidéo avec un rythme de 6 images par seconde. J'ai simplement augmenté la saturation et voici le résultat. Je vous présente la scintillation des étoiles au ralenti. Et puis, une autre idée est de mettre ces différentes configurations en même temps sur un panneau. Maintenant encore plus simple, plutôt que de prendre plusieurs photos, prenez-en une seule, de quelques secondes de pause, et bougez votre appareil photo dans des conditions erratiques. Vous avez fait en quelque sorte du light painting avec l'étoile. Importez votre photo sur Lightroom ou Photoshop et modifiez les paramètres. Augmentez un peu l'exposition, mettez le contraste à fond, descendez au maximum les hautes lumières, les ombres ainsi que les noirs. Montez très légèrement la clarté et positionnez les curseurs de vibrance et de saturation au maximum, sauf si vous avez envie d'un résultat plus proche de la réalité. Le résultat est magique. Vous avez un arc-en-ciel qui décrit les couleurs que vous avez reçues les unes après les autres pendant la durée de la photo. Une façon de faire de l'astrophotographie autrement. Je vous présente la constellation d'Orion, comme vous n'avez pas l'habitude de la voir. Bellatrix et les 3 étoiles de la ceinture d'Orion sont relativement blanches et présentent bien l'aspect de Sirius. Mais il y en a une qui n'a pas du tout cet aspect, Bételgeuse. Et oui, son spectre émet une quantité de lumière rouge bien plus importante que de lumière bleue. Voilà pourquoi la trace qu'elle laisse tend fortement vers cette couleur. En plus de ça, le rouge est moins dévié que le bleu et est donc moins sujet à des variations d'intensité lumineuse. L'étoile scintille moins que les autres. Enfin, vous auriez pu avoir envie de tester un astre errant tel que Vénus et voici le résultat. Une traînée bien blanche, Vénus est une planète et donc ne scintille pas. Pour voir une planète scintiller, il faudrait être dans une atmosphère très stable. Ainsi, en 1996, en Antarctique, un scientifique nommé Lloyd a eu la chance de voir Jupiter scintiller. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous donnera l'envie d'essayer de reproduire de telles photos. Likez la vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous si ça n'est pas encore fait, actionnez la cloche pour être au courant des nouveaux épisodes. Je vous dis à bientôt, bon ciel!